La première fois où j'ai vu un DJ, je n'en ai rien pensé du tout. J'avais 16 ans, c'était au bain-douche, et la cabine du DJ était dans le coin à côté des toilettes. Pour moi, c'était juste le gars qui mettait de la musique. Ma vie, elle est en rendez-vous permanent avec les malentendus. Le premier DJ que j'ai vu et que j'ai écouté, il s'appelait David Guetta. Il a, dans le monde de l'underground, représenté un peu l'inverse de ce vers quoi je pouvais tendre. Première fois que j'ai entendu un DJ, parce que je regardais pas les DJ. D'ailleurs, on regarde pas les DJ à l'époque. On les écoutait. Technopolis. Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Vaniel. Réalisé par Arnaud Forêt. Produit par Arte Radio. Avec Jules, DJ Deep et DJ Grégory. Quand moi j'ai découvert cette musique à Paris, je découvre la nuit parisienne, je découvre les clubs gays, le Boy en l'occurrence. Jules. Et aussi le Rex et le Power Station et le Palace. Donc ça c'est les premiers clubs où je suis allé et où j'ai été confronté à un nouveau monde et également à une nouvelle musique. Donc moi j'ai eu l'impression de faire partie un peu d'une société secrète où on était très peu nombreux à écouter une musique qui était hors norme. J'ai voulu en savoir un peu plus et je me suis dirigé vers la cabine du DJ où là j'ai vu qu'il y avait vraiment un art là, dans cette possibilité d'enchaîner deux morceaux ensemble et de les mélanger et de créer sa propre musique avec la musique des autres en fait. Le DJ en fait c'est celui qui perçoit la vibration des gens DJ Deep. et qui va savoir donner le plus petit dénominateur commun à tous. Ça veut dire qu'il va savoir faire plaisir à tout le monde le plus vite possible et le mieux possible. Moi c'est la partie du métier qui m'a jamais intéressé. Ce qui m'a toujours fasciné chez les DJ que j'écoutais de house music et de techno, c'est que le métier de DJ a été réinventé par ces musiques. C'était quelqu'un, à un moment, c'était un pionnier, c'était un voodoo, c'était ce que tu veux, un guide. Ce qu'on adorait tous quand on était jeunes, c'était aller écouter des DJ dont on ne connaissait pas la musique. On ne comprenait pas ce qu'ils jouaient, on ne les avait pas, ces disques. C'est ça, moi, qui me plaît dans le métier de DJ. C'est d'écouter quelqu'un qui s'exprime et je ne connais pas ce qu'il joue. Et c'est certainement pas d'écouter quelqu'un qui fédère les gens avec le grand disque que tout le monde connaît. Ça m'ennuie profondément et il n'y a pas de démarche artistique, en tout cas, qui m'appelle là-dedans. Au milieu des années 80, peut-être en 87, 88 exactement, DJ Grégory. je me rappelle de 2 titres. Can You Feel It de Mr. Fingers et Can You Party de Todd Terry. J'ai entendu ces 2 morceaux dans la même soirée. Et il s'est passé quelque chose. Mais on est presque dans le mystique. C'était comme un coup de foudre. Je crois que ce qui m'a le plus séduit dans cette musique, c'est qu'elle était l'étendard d'une partie de la société qui n'avait pas voix au chapitre. Quand j'ai découvert la techno, j'ai eu un réel coup de cœur. J'ai eu l'impression de découvrir quelque chose de fondamentalement différent de la musique que j'écoutais avant. Mais en fait, avec le recul, je me dis que c'était vraiment le prolongement de toute ma culture musicale. C'est-à-dire que moi, dans le ventre de ma mère, j'étais bercé avec le disco, parce que je suis né au début des années 70. Et je me suis très vite intéressé au funk, à la soul. Mon vrai background musical, il est là. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en écoutant Prince. Et finalement, la musique électronique, pour moi, c'est le prolongement de ça. C'est-à-dire que c'est là où le disco s'est arrêté, mais avec beaucoup plus d'expérimentation, l'arrivée des premières machines, des premières boîtes à rythme. Et c'est le mélange de tout ça. Je pense que la meilleure définition que j'ai entendue de la techno, c'est d'Eric May, qui est donc un de ses fondateurs, qui a dit que c'était George Clinton et Kraftwerk coincés dans un ascenseur.
Et donc c'est cette espèce de mélange de soul, de funk, de boîte à rythme, de synthé un peu industriel et qui a fait un mouvement dans lequel il y a différents démembrements, plus soulful, avec des chansons qui rappellent vraiment l'héritage disco. Et puis aussi des morceaux plus abstraits qui peuvent faire penser un peu au dub du reggae. Alors que la techno, elle est vraiment partie de Détroit, alors que la house, c'est plus Chicago et New York. La techno, elle est partie de Détroit. I think Detroit is a city in North America that's probably experienced the technological revolution first. C'est une musique qui est née effectivement dans le ghetto. Je pense que la boîte de nuit, le club et le fait de danser était une histoire de survie en fait. On avait besoin d'aller en club le week-end, dans des boîtes qui justement n'avaient pas d'heure de fermeture, parce que c'était des juice bars, c'est-à-dire qu'on ne servait pas d'alcool, mais forcément les gens prenaient autre chose, mais c'était des clubs où on pouvait rester 12 heures. C'est pour ça que quand le disco est passé de mode, cette nécessité de danser était toujours là. Et ils ont trouvé une autre forme de musique. Ils ont fait leur équivalent du disco eux-mêmes dans leur chambre à coucher avec les premières boîtes à rythme. Et c'est comme ça que cette musique est née. Moi, ce qui m'a plu, c'était ce côté déjà à 90% instrumental, avec des morceaux qui duraient très longtemps, l'impossibilité de dire quand un morceau commençait ou quand il se terminait, parce que c'était justement mixé par le DJ. Et très vite, c'est ça qui m'a plu. C'était l'abstraction, le côté brut, malléable de cette musique, qui laissait place au DJ. Ce qui me séduit dans la techno, je me rends compte avec du recul, c'est plus une forme de romantisme. Il y a quelque chose de pouvoir regarder les macarons des disques de Transmat avec les petites bandes dessinées d'Alan Oldham, d'imaginer ce que seraient ces villes du futur ou comment on pourrait danser dans des boîtes de nuit ensemble, dans des villes où les voitures flotteraient dans l'espace. C'est plus cette espèce d'imaginaire un peu enfantin. À l'époque, en tout cas, où je la découvre à la fin des années 80, tout au début des années 90, c'est ça qui me séduit dans la techno. Et dans la house, ce qui me séduit, c'est déjà que la house, je la découvre au début. Je fais pas bien la différence entre une certaine forme de hip-hop et la house. Ça veut dire que je fais pas bien parce que personne faisait la différence entre Tribe Called Quest, De La Soul, Marshall Jefferson et Todd Terry. Pour moi, c'est la même musique à des tempos différents, avec ou sans paroles. Donc il y a un côté urbain où les gens font la fête ensemble dans des clubs, où dans les clubs, je vois bien que c'est très métissé et ça me plaît beaucoup. C'est des rencontres, c'est des DJ avec qui j'ai appris le métier en les observant. Il y a eu Jérôme Pacman, il y a eu Guillaume Latortue, il y a eu aussi Laurent Garnier, il y a eu des gens comme ça que j'ai beaucoup observé, des DJ étrangers, comme Francesco Farfa, comme Junior Vasquez quand j'habitais à New York. Et de fil en aiguille, j'en ai rencontré, je les ai suivis, je les aidais à porter les disques, j'étais chez eux quand ils préparaient leur caisse de disques. C'était une super école, en fait. Mais l'envie de faire comme eux est arrivée beaucoup plus tard. J'ai rencontré différentes personnes quand j'étais jeune, qui travaillaient dans des magasins de disques, qui étaient DJ. C'était le début de ce qu'on appelait les raves. Les vrais raves, ça veut dire au Fort de Champigny, à Mosinor, dans des lieux un peu atypiques, où les gens venaient célébrer la musique. Les scènes parisiennes étaient très clivées, chacun avait sa petite spécialité, c'était difficile de rentrer dans les cliques des uns et des autres. Et Laurent Garnier était particulier parce qu'il jouait à la fois de la house, de la techno, de la musique commerciale, de la musique underground. Il était très respecté dans les scènes gay club, mais aussi dans les scènes rave. Alors, il était un peu touche à tout. Et puis Laurent m'a proposé de le remplacer, bien que ça soit impossible, mais en tout cas de jouer quand il n'était pas là sur certaines de ses résidences. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Bon, ma première soirée, on va dire, officielle, c'était en 92. Et en 98, c'est devenu un métier à plein temps. C'est-à-dire qu'il y a eu 6 années où je terminais mes études, où je travaillais à côté dans la publicité. Et vraiment, c'était un hobby, quoi. C'était quelque chose qui me rapportait un petit peu d'argent, mais c'était surtout, ça me permettait d'acheter plus de disques. Et j'ai eu le temps de mûrir ce choix. Et c'est vrai que 6 ans plus tard, je commençais à avoir des opportunités pour voyager, pour mixer à l'étranger. Et là, il a fallu que je fasse un choix, quoi. Je stagnais un peu dans les deux métiers et qu'il fallait que je choisisse, sinon je ne pourrais pas me développer. Et le choix était assez simple, en fait. Gamin, je voulais être peintre. J'ai fait une préparation aux Beaux-Arts. J'étais fasciné, et je le suis toujours d'ailleurs, par la peinture et par l'art. Il était question de faire les Beaux-Arts et j'ai fait 4 ans et demi d'études d'art. Et à côté de ça, j'écoutais perpétuellement de la musique et j'achetais régulièrement des vinyles. Et je m'entraînais tout doucement, à partir de l'âge de 17 ans, à mixer des disques ensemble. Et je ne me suis pas rendu compte qu'un jour, j'avais arrêté mes études et que je mixais dans les clubs. J'ai pas très envie de m'étendre sur le sujet familial, mais disons que ma famille n'a pas embrassé mon choix, à part certaines personnes de ma famille qui sont plus là. L'image de la musique électronique à l'époque était très négative. C'est-à-dire qu'on parlait des rêves, on parlait de la drogue. Ils auraient préféré que je choisisse une autre voie. Peut-être que je continue dans la pub. Mais peut-être qu'effectivement, au tout début, ils étaient très flippés, mais ils ont eu l'intelligence de ne pas me le montrer. Ils ont senti que j'étais vraiment passionné, que j'avais mon mot à dire dans ce domaine, dans cet univers, que j'avais un certain talent. Donc il y a eu d'encouragement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas senti un frein de leur part. J'ai senti, et je ressens toujours, qu'ils comprennent pas complètement ce que je fais, même 30 ans plus tard, mais qu'ils me voient heureux, ils voient que j'ai fait une carrière, donc maintenant ça les rassure. Ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin des années 80, quand tu dis à tes parents que tu veux être DJ, d'abord je crois que tu ne le dis pas parce que c'est très mal vu. Parce qu'à l'époque, c'est essentiellement dans les clubs gays ou dans les raves, à cause de la drogue, mais personnellement j'ai le sentiment que la drogue, il y en a toujours eu dans toutes les musiques, il y en avait dans le jazz, il y en avait dans le rock, donc je ne crois pas que ce soit spécialement ça, mais simplement le fait que ça n'a pas grand intérêt d'être quelqu'un qui met des disques dans une boîte de nuit, en fait.